Bonjour à tous, moi je suis donc Sylvestre Delmotte, je travaille pour Agriclimat, je suis consultant. Je suis agronome de formation et puis donc j'interviens avec Elisabeth, avec Jean-Michel aussi ici présent du CEPOC, donc dans le projet Bovin pour le climat notamment. Donc mais petite mise en bouche pour ceux qui ne sont pas familiers avec le projet. Donc le projet Bovin pour le climat, c'est un projet qui est réalisé, coordonné par le CDPQ avec plusieurs partenaires dont le CEDAC, le CEPOC et les producteurs de bovins du Québec, et qui est financé par le Plan pour une économie verte, donc par le gouvernement du Québec. L'objectif, c'est mettre en place différentes pratiques pour réduire les gaz à effet de serre en production bovine et ovine. Et on a aussi un objectif sous-jacent qui est aussi de s'assurer que ces pratiques-là permettent d'assurer, voire d'améliorer la rentabilité des entreprises et ont aussi des conditions d'adoptabilité, c'est-à-dire d'autres enjeux liés à la mise en œuvre des pratiques qui sont satisfaisants sur le long terme pour les entreprises. On a donc, comme l'a dit Elisabeth, 50 producteurs qui participent, dont une quinzaine d'entreprises bovines, 35 entreprises en production bovine, dont 5 parcs d'engraissement. Le reste, ce sont des entreprises qui font principalement de la production de veau d'embauche. Donc, on va commencer par une petite introduction sur les gaz à effet de serre en production ovine. Qu'est-ce qu'on sait? Comment on fait aussi pour évaluer ces gaz à effet de serre? Puis ensuite, je vais vous présenter les résultats des bilans, donc la synthèse des bilans. On ne parlera pas d'individus, on va parler plus globalement à l'échelle du groupe d'entreprises avec lequel on travaille, de qu'est-ce que ça donne comme résultat, puis de qu'est-ce qu'on peut envisager pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, il y a eu d'autres études qui ont été faites au Canada, notamment en Ontario. L'Ontario, notamment à travers l'Association des producteurs de bovins de l'Ontario, a fait faire plusieurs études de ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. La première étude, en tout cas dans les études récentes datées de 2017, ils arrivaient à une conclusion que la production ovine en Ontario émettait à peu près 10 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif vendu. En 2023, il y a une mise à jour par l'université de Guelph où ils arrivaient plutôt à 13 kilos. Donc c'était des différences d'hypothèses qui expliquaient cette différence-là, autour de 13,2 kilos équivalent CO2. Au Québec aussi, on a Développement agricole des Basques au Bas-Saint-Laurent, qui est donc un organisme à but non lucratif, qui a fait l'analyse de 18 entreprises et ils sont arrivés à un constat autour de 13,5 kilos kilo équivalent de CO2 par kilo de poids vif, qui est donc très similaire en fait au constat de l'Ontario. Avec, par contre, ce qui était intéressant dans leur étude, c'est que, à la différence des analyses de cycle de vie où on travaille à l'échelle d'un secteur, on représente finalement un scénario de production moyen. Dans l'étude au Bas-Saint-Laurent, c'était des fermes réelles, donc on est capable d'estimer la variabilité. Et là, en l'occurrence, ils ont obtenu des émissions qui varient de 7 à 30 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif. Donc ça montre une très grande variation d'émissions en fonction des entreprises agricoles. Puis ça c'est intéressant, parce que ça nous donne une idée qu'on est capable de produire du mouton, de la viande d'agneau avec des émissions très faibles, comme on peut être aussi dans des situations où on a des émissions plus élevées. Puis ça, c'est ce qui nous aide à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc, néanmoins, c'est pas des études qui ont permis d'aller très loin dans les deux cas sur qu'est-ce qui explique la variation entre les émissions des entreprises. Et c'est pas non plus des études qui ont permis de réfléchir à l'applicabilité. Donc, c'est des études qui suggèrent des pistes de réduction, mais est-ce qu'elles sont applicables? Ben, c'est ce qu'on veut documenter dans le cadre du projet qui nous intéresse ici. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé donc, le calculateur d'Agriclimat, qui est un calculateur qui a été financé essentiellement par le gouvernement du Québec à travers différents projets, qui respectent les méthodologies qui sont reconnues au niveau international. Donc, on n'a pas réinventé la roue. On utilise différents cadres méthodologiques. L'idée, c'est vraiment qu'on recueille de l'information auprès des producteurs sur les paramètres de production, donc le nombre d'animaux, les durées d'élevage, l'alimentation, donc beaucoup d'informations. Puis à partir de cette information-là, et aussi en fait, de différents paramètres plus généraux, comme par exemple combien est-ce qu'on émet de gaz à effet de serre pour produire l'électricité au Québec, comment est-ce qu'on gère l'alimentation en général au Québec, comment est-ce qu'on gère les fumiers. Ben, à partir de toutes ces informations-là, on fait un calcul d'émissions. Je vais revenir un petit peu après sur les postes qu'on calcule. Le calculateur en question, on l'a développé, nous, depuis 2021, avec plus d'une trentaine d'experts qu'on a consultés. On a fait beaucoup de revues de littérature. On a étudié différentes possibilités pour essayer de faire un calcul le plus précis possible sans avoir besoin d'aller faire des mesures chez les producteurs. On a fait différents tests auprès d'entreprises qu'on appelait des fermes pilotes à l'époque. Il y avait déjà des fermes ovines. Il y avait 5 fermes
En fait, il y avait 2 fermes ovines, pardon, parmi nos fermes pilotes. Et puis on a eu des retours de ces utilisateurs, puis plus récemment, on participe à différents projets comme Bovin pour le climat qui nous permettent de continuer d'améliorer le calculateur. Donc c'est un processus continu. Et on a aussi un comité scientifique qu'on réunit justement pour nous aider à continuer d'améliorer. Donc le projet ici en question, ça a été aussi l'occasion de l'améliorer et on va continuer d'améliorer le calculateur. La façon dont ça fonctionne, un diagnostic, puis là après j'aurais fini ma parenthèse par rapport à ça, c'est que c'est pas des membres de notre équipe qui font les diagnostics, ce sont des conseillers qui sont en lien direct avec les producteurs qui font le diagnostic. Nous, notre équipe Agriclimat, on forme les conseillers et on leur fournit les outils pour faire les diagnostics. On fait aussi de l'animation éventuellement auprès des producteurs, du partage de connaissances à travers des événements un peu comme l'événement de ce soir. Et on est, nous, conseillés et supportés par beaucoup de chercheurs et de professionnels qui ont beaucoup de connaissances, qui peuvent nous aider à réfléchir à comment faire les calculs, mais aussi à comment prioriser les pistes de réduction, par exemple, donc des chercheurs des différentes organisations de recherche qui sont présentes au Québec, des universités, et aussi des centres d'expertise comme le CEPOC ici, en l'occurrence. Donc voici un peu le fonctionnement général. Je le disais, on a depuis le début qu'on fait des diagnostics, on en a fait un peu plus de 300 en tout. On en a fait une vingtaine à peu près en production ovine, dont en fait une douzaine dans le contexte de bovin pour le climat. Dans bovin pour le climat, il y a 15 fermes ovines, mais il y a 12 entreprises qui n'avaient pas de bilan carbone. Il y en a 3 parmi les 15 qui avaient déjà leur bilan carbone. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie des 19 bilans, puisque pour le contexte du projet, on a fait une mise à jour de notre calculateur, une amélioration. Donc, on peut difficilement comparer le résultat qu'on obtient avec le calculateur à jour avec les résultats qu'on avait obtenus avec une version ancienne. Quand on dit bilan carbone, il y a deux grandes étapes, mais on fait trois calculs. On fait d'abord un calcul de toutes les émissions qui sont associées finalement à l'activité agricole, desquelles on soustrait ou on additionne, suivant les cas, tout ce qui est en lien avec la séquestration de carbone. Donc si les sols séquestrent du carbone, c'est-à-dire qu'on est capable d'augmenter la matière organique des sols, alors on a un terme négatif qu'on soustrait donc des émissions de l'entreprise. Si par contre nos sols perdent de la matière organique, alors on a une augmentation en fait, du bilan, c'est-à-dire que c'est un terme positif. Pour ce qui est des arbres, on est capable d'estimer les arbres qui sont plantés sur l'entreprise, surtout dans des haies des bandes riveraines. Et dans ces cas-là, c'est forcément un terme négatif. Et donc en faisant le calcul des émissions et de la séquestration, on obtient à la fin le bilan carbone. Aujourd'hui, là, je vais vous parler principalement des émissions, mais j'ai quand même une petite parenthèse sur l'aspect séquestration de carbone des fermes ovines dont on va parler à peu près au milieu de la présentation. Donc, quand on fait le bilan carbone d'une entreprise ovine, on s'intéresse à différents postes. Les principaux postes qu'on va retrouver, c'est d'abord la fermentation entérique. Quand on dit fermentation entérique, c'est une émission de méthane. Donc le gaz à effet de serre, c'est le méthane. C'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le CO2. Euh, et c'est en fait une émission qui a lieu durant la digestion de l'alimentation des aliments par les moutons, les agneaux. Donc c'est vraiment le système digestif et les bactéries qui sont dans ce système digestif qui font en sorte qu'on a cette émission. Le deuxième poste, c'est la gestion des fumiers. Donc là, ce sont des émissions qui se passent pendant qu'on entrepose, soit pendant qu'on accumule du fumier dans le bâtiment, soit sinon pendant qu'on entrepose du fumier qu'on a sorti d'un bâtiment, par exemple en amas au champ ou dans une fosse. Là, on va avoir surtout des émissions de méthane, mais aussi des émissions d'un autre gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote, le N2O, qui est lui un gaz aussi, un gaz à effet de serre très, très puissant. On a ensuite des émissions qui sont associées à tous les intrants qu'on achète sur l'entreprise. Donc les intrants qui vont être soit les aliments, mais aussi éventuellement des engrais minéraux ou d'autres types d'intrants comme de la litière. Donc ces intrants-là, même si on comprend qu'ils ne sont pas nécessairement produits sur l'entreprise, on calcule leur empreinte carbone et on l'intègre dans l'empreinte carbone de la production ovocole pour pouvoir rendre compte du portrait global pour produire 1 kg d'agneau, combien il y a eu de gaz à effet de serre émis globalement à l'échelle de finalement toute la filière. Finalement, on a éventuellement
des émissions qui proviennent des sols agricoles. Donc là, ça va être surtout des émissions de protoxyde d'azote en lien avec la fertilisation qu'on apporte soit sur les productions de grains ou les prairies qui servent à récolter le foin et ou aussi les pâturages qui sont utilisés par les animaux. Et finalement, notre dernier poste, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie, toute la consommation d'énergie pour la machinerie, mais aussi pour le chauffage, la ventilation, l'alimentation, donc tout ce qui est consommation d'énergie à l'échelle de l'entreprise. Donc vous allez voir, on va passer un peu à travers ces différentes catégories pour regarder ce que ça donne en production ovine. Donc maintenant, on passerait aux résultats. Donc on a fait, et là ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les résultats de donc 12 bilans qui ont été faits cet hiver, donc c'est vraiment des données récentes. C'est des fermes qui sont réparties sur tout le territoire du Québec, depuis le Bas-Saint-Laurent jusque la Montérégie, jusque l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc il y a vraiment des fermes partout. On a des fermes qui sont de différents types, donc des productions commerciales, des hybrideurs, de la race pure, donc on a vraiment différentes orientations de production qui sont représentées. On a une entreprise parmi les 12 qui est en agriculture biologique, toutes les autres sont en agriculture conventionnelle. On a une entreprise que j'ai nommée ici hors sol, c'est-à-dire c'est une entreprise qui n'a pas de champ, qui a juste vraiment une étable et qui achète 100% de l'alimentation. Et on a, en fait, la plupart des entreprises vendent des agneaux lourds, des agneaux légers, sauf une entreprise qui ne vend que des agneaux légers. Et aussi, on a 5 entreprises parmi les 12 qui vendent aussi des agnelles, donc destinées à la reproduction. Pour faire l'analyse, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les résultats associés à la production des ovins, mais on a des entreprises aussi, la plupart, qui produisent aussi des grandes cultures. Donc là, quand on fait le bilan de la ferme, on calcule le total de tous les gaz à effet de serre qui sont émis par l'entreprise, mais ensuite on fait ce qu'on appelle une allocation, c'est-à-dire qu'on sépare les émissions en fonction des émissions qui ont été associées à produire la viande, les ovins, et les émissions associées à produire les grandes cultures. Et pour ça, on essaye de faire autant que possible ce qu'on appelle une allocation sur une base physique, c'est-à-dire que si on sait que par exemple 10% des champs sont destinés à produire des grains qui sont vendus, 10% des émissions associées aux champs, associées au carburant utilisé pour les champs, vont aller pour les grains, le reste va aller pour les moutons. Donc on fait vraiment cette séparation pour être capable de ne calculer et de comparer d'une entreprise ovine à l'autre que les émissions associées aux moutons, pas les émissions associées aux grains, qui peuvent représenter une part plus ou moins importante du bilan total de la ferme. On a aussi des entreprises qui produisent en fait un nombre variable d'animaux, donc de 400 jusqu'à 2000 dans notre échantillon. Mais on a aussi des entreprises qui n'achètent pas d'animaux de remplacement, c'est-à-dire qui sont autosuffisants dans leur génétique, alors qu'on a aussi des entreprises qui achètent beaucoup d'animaux de remplacement. Donc ça aussi, ça fait en sorte que on calcule aussi les émissions associées aux animaux qui sont achetés. Donc si une entreprise achète beaucoup d'animaux, les animaux qui rentrent sur l'entreprise arrivent avec une empreinte carbone qui provient de valeurs de référence, en l'occurrence. Pour se comparer aussi, on a fait le calcul de finalement les émissions par rapport à une ferme de référence. La ferme de référence qu'on a choisie, c'est la ferme de référence qui sert au calcul des coûts de production et surtout au calcul de tous les régimes d'assurance de la financière agricole du Québec. Donc c'est une ferme qui est obtenue à partir d'un échantillon représentatif d'entreprises agricoles du Québec que le CECPA, le Centre d'études sur les coûts de production, en fait, établit à peu près tous les 5 ans comme référence. Donc cette ferme de référence, qui est censée représenter la moyenne des fermes du Québec finalement, c'est une ferme qui aurait à peu près 1500 animaux, donc à peu près 500 brebis, un peu plus, et leurs agneaux de lait, aussi des agnelles pour le remplacement, des béliers, et qui commercialise à peu près 700-800 agneaux par année, presque en fait un peu plus proche de 900 agneaux par année. Et puis c'est une entreprise qui a donc des 150 hectares à peu près, dont 100 hectares en prairie, 15 hectares d'orge, 8 hectares d'avoine, un tout petit peu de pâturage, donc on voit que c'est très minime, et puis un petit peu de céréales, mais dans des très petites superficies. C'est une entreprise qui est en gestion solide et déjection, comme la plupart des entreprises ovines. La totalité des déjections sont épandues sur la ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'export de fumier. Elle achète des intrants et elle a à peu près 15% de ses superficies qui sont destinées à vendre des grains, donc qui ne sont pas destinées à nourrir le troupeau, euh, en l'occurrence. Donc ça serait pour la ferme moyenne. Donc, quand on regarde maintenant les résultats qu'on a obtenus, pour la ferme de référence qui va nous servir de comparaison, on arrive à 13,3
kg équivalent CO2 par kilo de pois vifs commercialisés par la ferme de référence, ce qui, ça, ce qui là encore est très proche des références que je vous ai partagées tout à l'heure de l'Ontario et du Bas-Saint-Laurent. Pour notre échantillon de 12 fermes, on arrive à quelque chose de très semblable, 13,4 kg équivalent CO2 par kilo de pois vifs, pour la moyenne de nos 12 fermes. Par contre, j'attire votre attention sur la barre en noir ici, qui représente finalement les valeurs minimum et maximum qu'on a obtenues dans notre échantillon. Donc dans notre échantillon de 12 fermes, on a une entreprise qui produit de la viande ovine avec des émissions aussi faibles qu'à peu près 9 kg équivalent CO2 par kilo de pois vifs. Et puis on a jusqu'à à l'autre extrême, une entreprise qui est plutôt autour de 18 kg équivalent CO2. Donc on passe du simple au double dans notre échantillon aussi en termes de gradient d'émission d'une entreprise à l'autre. Notre échantillon, on parle donc 12 fermes, c'est à peu près 10 000 ovins vendus et c'est à peu près 500 000 kg de pois vifs quand on fait la somme de de toute la production. Donc c'est quand même un échantillon qui est déjà quand même assez grand. La répartition des émissions, ici sur le graphique, ce qu'on voit, c'est l'importance des différents postes en moyenne, donc dans notre 13,3 kg équivalent CO2 qu'on émet. Il y en a à peu près 45% qui provient de la fermentation entérique, 22% qui provient des achats d'aliments. Donc ça, c'est les aliments qui ne sont pas produits sur la ferme. On en a 16% qui proviennent des fumiers, 15% qui proviennent des sols, donc les fameuses émissions de protoxyde d'azote dont je vous parlais tout à l'heure, associées ici à la production des aliments que les animaux mangent. On a ensuite 5% qui provient de la consommation d'énergie, donc le carburant, le propane éventuellement, 3% qui proviennent des animaux qui sont achetés, et 2% qui proviennent des engrais minéraux, donc ça donne un peu une répartition. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, on l'a vu, le premier poste, c'est donc la fermentation entérique. Euh, en lien avec la digestion des aliments. Pour vous donner, ça c'est plus pour vous donner un ordre de grandeur, quand on fait les calculs et puis aussi dans les études qui ont été faites ou quand il y a eu des mesures, une brebis en lactation, ça émet à peu près 30 grammes de méthane par jour. Ça se compare à peu près à prendre votre voiture puis faire à peu près 4 km avec votre voiture, donc si vous avez une voiture de taille moyenne. Donc c'est pas une émission qui est énorme, mais quand on cumule à l'échelle de l'année en fonction de la taille des troupeaux, ça reste la première émission. Ces émissions-là, elles dépendent, quand on fait les calculs à l'échelle des entreprises, elles vont varier d'une entreprise à l'autre pour plusieurs raisons, mais notamment en fonction de la consommation d'aliments de l'animal et de la qualité des aliments, notamment la qualité des fourrages. Une brebis, ça consomme à peu près 1,5 à 2 kg de matière sèche par jour. Puis ce qui va faire que ça va varier, ça va notamment dépendre aussi justement de la qualité de ce qu'elle consomme. Donc plus que l'animal consomme et de bonne qualité, moins elle a besoin de consommer une grande quantité pour combler ses besoins. Et donc moins on va avoir d'émissions de gaz à effet de serre associées à la digestion. Le deuxième poste en proportion, c'est donc l'alimentation, 22% qui provient des aliments qui sont achetés. Le plus commun, là, ce qui représente en termes de volume, quand on regarde à l'échelle des entreprises, des 12 entreprises, les principaux aliments achetés, c'est de la moulée pour les agneaux, c'est du maïs, c'est du foin et c'est des céréales. Donc c'est vraiment les principaux aliments qui sont achetés et qui ont une empreinte carbone qu'on calcule qui représente jusqu'à 22% en moyenne. L'autre 22% lié à l'alimentation, donc finalement une part similaire, c'est les émissions associées à la produire les aliments sur la ferme. Donc quand on produit du foin, quand on produit des grains sur la ferme, quand on cumule les émissions qui proviennent des sols associées à la fertilisation, 15%, les émissions associées à la production des engrais et les émissions associées à l'énergie, on arrive à 22% aussi. Donc en gros, on a à peu près autant d'émissions par rapport aux aliments qu'on produit sur la ferme versus ce qu'on achète. C'est quand même intéressant aussi de noter, sur nos 12 fermes, on en a 4 qui utilisent aucun engrais minéral. Donc ça donne aussi un indice de l'intensité aussi de la production. Donc on a beaucoup de production de fourrage qui est quand même assez extensive dans les fermes ovines. Puis évidemment, si on veut commencer à réfléchir à comment on peut réduire ces émissions-là, toutes les stratégies qu'on peut développer en production de grandes cultures, il y en a beaucoup qui s'appliquent par rapport à la production de l'alimentation aussi sur les fermes ovines. Si on veut donc réduire les émissions associées à ces 2 ou 3 grands postes là, donc si on réfléchit, quand on cumule les émissions associées à la digestion des aliments, puis les émissions associées à produire les aliments, c'est 88% du bilan
de la ferme ovine. Donc c'est sûr que tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer le processus de production va permettre de réduire. Puis là, ici, je peux vous montrer plusieurs exemples là, qu'on commence à identifier quand on fait un peu plus de bilan. Ici, c'est une corrélation entre la prolificité, donc le nombre moyen d'agneaux par agnelage, donc par brebis, donc c'est la moyenne de la ferme, versus les émissions en kilos équivalent CO2 par kilo de poids vif de la ferme. Donc chaque point, c'est une ferme. Puis en gros, ce qu'on voit, c'est que plus les entreprises sont capables d'avoir une régie où la prolificité est importante, donc plus les brebis font beaucoup d'agneaux, mais plus on est capable de réduire l'intensité des émissions parce que finalement, pour chaque brebis qu'on élève et qu'on nourrit toute l'année, on produit plus de viande et donc plus d'agneaux. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple aussi, on a calculé aussi les gains moyens quotidiens des agneaux. Donc là, ici, vous avez sur l'axe des abscisses le gain moyen, donc qui varie entre 150 grammes par jour jusqu'à à peu près 350 grammes par jour, depuis le sevrage jusqu'à la vente pour les agneaux lourds. Puis on voit là aussi qu'on a quand même une corrélation. Là, j'aurais pu me risquer à mettre même un R carré et à essayer de faire un petit calcul de statistiques, mais on semble quand même avoir une tendance assez nette à ce que plus le gain moyen est élevé et plus les émissions par kilo de viande sont faibles, ce qui est assez logique parce qu'un agneau qui a un gain plus élevé, on va l'élever moins longtemps, on va le nourrir moins longtemps, et donc probablement que les émissions à la fois liées à la digestion des aliments, mais aussi à produire les aliments pour les nourrir vont être plus faibles. Là maintenant, je veux faire une petite parenthèse parce que je le disais tout à l'heure, on a fait donc 12 bilans carbone sur ces entreprises. Mais quand on fait le bilan carbone, on fait aussi un plan d'action avec le producteur. Donc le producteur, les conseillers discutent ensemble de qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour essayer de s'améliorer. Et donc là ici, on a essayé de faire, c'est de recenser quelles sont les pistes de réduction qui sont les plus fréquentes que les producteurs ont mis dans leur plan d'action. Donc ce sont des pistes qu'ils veulent tester. Donc, on a des pistes qui ont été recensées par rapport à tout ce qui est justement la gestion du troupeau et l'amélioration de la productivité, ce dont je viens de parler. On a à peu près un tiers des fermes dans lequel il y a un objectif d'essayer de travailler sur la réduction de la mortalité des agneaux, notamment en lien avec les pneumonies pour 20% des fermes. On a aussi un certain pourcentage des entreprises qui veulent travailler sur leurs conditions d'agnelage, donc les conditions dans lesquelles se passent les agnelages pour être capable de réduire la mortalité. On a un tiers des fermes aussi qui veulent travailler sur réduire le taux de remplacement des brebis, donc essayer d'allonger la durée de vie des brebis dans le troupeau. Et aussi un tiers des entreprises qui veulent travailler sur la prolificité, notamment les choix génétiques, mais aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la prolificité. On a aussi un deuxième grand volet qui est tout ce qui est en lien avec l'alimentation. On a 40% des fermes dans lesquelles il y a la volonté, le souhait de commencer à formuler des rations différentes en fonction des stades d'élevage des animaux, donc d'avoir des rations différentes, par exemple pour les brebis en fin de lactation, les brebis en début de lactation, les brebis en fin de gestation, et ou aussi pour différentes catégories d'agneaux. On a aussi donc pour plusieurs entreprises qui font du pâturage, l'idée d'essayer d'allonger la saison au pâturage, notamment par une réflexion sur la gestion des pâturages, ou encore aussi éventuellement de introduire du pâturage pour des fermes qui ne font pas de pâturage, parce que quand on gère aussi des animaux au pâturage, on a moins de gestion de foin à faire aussi, ça amène plusieurs avantages. Et on a aussi quand même 25% des entreprises qui se questionnent sur comment essayer d'augmenter leur autonomie par rapport à l'alimentation, donc soit à travers le choix des aliments, soit aussi toute une réflexion sur la production au champ pour être capable d'avoir finalement moins besoin d'acheter par exemple des protéines pour combler les besoins des animaux. Au niveau de la gestion des champs, c'est la troisième grande catégorie d'action. On a 45% des fermes, donc c'est presque la moitié des fermes qui identifient qu'il serait souhaitable de travailler sur les rendements et la qualité des fourrages, donc c'est quand même un grand nombre d'entreprises. Notamment, ça est revenu très souvent, essayer de travailler à augmenter les légumineuses dans les prairies et trouver des stratégies pour rénover les prairies et les pâturages pour être capable donc d'atteindre une meilleure productivité et une meilleure qualité de fourrage. On a 30% des fermes, ça aussi c'est intéressant, qui souhaitent travailler sur l'optimisation de la fertilisation. Je le disais tout à l'heure, on avait eu
4 fermes sur 12, donc un tiers des fermes qui n'utilisent aucun engrais minéraux. C'est pas nécessairement ces fermes-là qui veulent travailler là-dessus. Et on peut aussi optimiser la fertilisation à travers la gestion de nos fumiers. Donc, c'est pas nécessairement, quand on dit ici optimiser la fertilisation, c'est pas nécessairement toujours en lien avec la fertilisation minérale. Ça peut être aussi avec la fertilisation organique. Et puis on a 30% des fermes qui, aussi dans une optique d'être capable de séquestrer du carbone, cherchent des façons de s'assurer qu'ils n'ont plus de sol à nu en hiver. Donc réflexion sur l'introduction de céréales d'automne dans les rotations, de cultures de couverture. Donc tout ça c'est quand même très intéressant. Notre troisième grand poste, après la fermentation entérique et tout ce qui est en lien avec l'alimentation, c'est la gestion des fumiers. Donc je le disais en introduction, on parle ici d'émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Il y a quand même vraiment si on regarde une entreprise, il y a deux endroits où il y a des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fumier. Il y a pendant la période où on accumule du fumier dans le bâtiment, si le fumier est humide en particulier, si on a l'accumulation de matière organique et d'humidité, on a un risque d'avoir des émissions de méthane. Et ensuite, durant l'entreposage, en fosse ou en amas, on a un risque d'avoir des émissions de méthane, mais aussi des émissions de protoxyde d'azote. Euh, Ici, en l'occurrence, vous vous rappelez, c'était 8% des émissions, donc c'est quand même... non, pardon, c'est 14% des émissions, donc c'est un poste relativement plus faible que les autres postes dont on parlait avant. C'est intéressant de voir que la moyenne de nos 12 fermes ont des émissions plus faibles que la ferme de référence, notamment parce qu'on a quand même 5 fermes sur 12 qui font du pâturage, et pendant toute la période où les animaux sont au pâturage, ben, il y a pas d'émissions associées au fumier. Il y a des émissions associées aux déjections, mais en proportion, un animal qui fait ses déjections au pâturage, il y a beaucoup moins d'émissions associées aux déjections que s'il est fait au bâtiment et qu'ensuite on a un fumier qui est entreposé et il y a le risque d'avoir des émissions. On a aussi une partie de cette variabilité qui fait que les émissions peuvent être très faibles, jusqu'à 1 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif provenant du fumier, qui peut venir aussi du fait que quand on a des durées d'élevage qui sont plus courtes, quand on a des dégâts moyens quotidiens très élevés, ben, finalement, on réduit aussi la quantité de fumier produite par les animaux, donc indirectement, ça joue sur ce facteur-là. Par rapport au fumier, il y a aussi donc dans les plans d'action des producteurs, dans la plupart des entreprises, il y a des actions en lien avec les fumiers qui ont été envisagées. Euh, pour réduire la quantité de fumier, c'est à peu près 15% des fermes donc, qui visent à soit introduire ou allonger la saison au pâturage dans l'optique de réduire les émissions des fumiers. Il y a 40% des fermes qui se questionnent, après avoir fait leur bilan carbone, sur comment est-ce qu'ils pourraient faire pour essayer de réduire la durée où ils accumulent du fumier dans le bâtiment. Parce que c'est vraiment pendant cette période-là qu'il y a le plus d'émissions. Si on regarde juste les émissions pendant l'accumulation dans le bâtiment et les émissions pendant l'entreposage, euh, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on pense quand même que c'est pendant la période où ça s'accumule qu'il y a le plus de risques d'émissions. Donc c'est quand même 40% des fermes qui se questionnent sur essayer de voir s'ils pourraient faire des écurages plus fréquents, tout simplement, pour réduire les émissions. Il y a ensuite à peu près 15% des fermes qui veulent réfléchir à comment faire pour essayer de diminuer l'humidité du fumier. Notamment, bah, ça passerait par apporter plus de litière. On a aussi 40% des fermes qui veulent réfléchir à essayer de réduire la durée où ils entreposent leur fumier, donc entre le moment où on sort le fumier du bâtiment, puis le moment où on l'épand au champ, que ce soit dans la fosse ou dans l'amas. Parce que ça, là encore, selon beaucoup d'études qui ont été faites sur la gestion des fumiers, plus on est capable de réduire ce temps d'entreposage-là, et plus on est capable finalement de réduire les émissions. Il y a aussi 25% des fermes qui se questionnent sur la façon dont ils entreposent leur fumier et sur les pratiques de compostage notamment, qui peuvent être efficaces pour réduire les émissions, notamment de protoxyde d'azote. Par contre, le désavantage du compostage, c'est qu'on perd beaucoup d'azote sous forme ammoniacale, donc la valeur fertilisante de notre fumier diminue beaucoup. Et finalement, on a un tiers des fermes qui envisagent de caractériser leur fumier pour mieux être capable de les gérer, donc être capable d'évaluer les pertes justement durant le cycle d'entreposage et éventuellement être capable de gérer différemment leur fumier pour réduire les gaz à effet de serre. Le quatrième poste, donc c'est l'élevage des animaux, les animaux qu'on achète. Ça représente de 0 jusqu'à 15% des émissions en fonction des entreprises.
Quand on dit 15 des émissions, souvent, c'est quand on a des troupeaux qui sont en croissance. Donc quand le producteur est vraiment en train de construire sa génétique et son troupeau, il peut y avoir beaucoup d'achats et auquel cas, dans ce cas-là, ça peut représenter une part importante. Surtout qu'on a quelques cas d'entreprises qui sont avec des croissances très rapides, ce qui fait en sorte qu'ils gardent aussi beaucoup d'animaux qui naissent sur l'entreprise pour agrandir le cheptel, ce qui fait que finalement, ils se retrouvent à acheter des animaux, garder beaucoup d'animaux et finalement vendre peu d'animaux. Donc quand on ramène par kilo de poids vif vendu, bah, c'est sûr que ça désavantage beaucoup le bilan carbone de la ferme, mais on comprend que c'est un bilan carbone qui n'est pas nécessairement représentatif d'un rythme de croisière pour l'entreprise. Là aussi, j'ai mis un ordre de grandeur. Là, élever une agnelle, on parle d'à peu près 630 kg équivalent CO2 pour émis depuis la naissance jusqu'à ses 8 mois. Puis ça, c'est équivalent à peu près faire 2500 km avec une voiture de taille moyenne. Donc, si je résume, je vous ai fait un portrait un peu des principaux postes. Là, je ne suis pas rentré dans le détail de l'énergie ni des engrais, mais je pense que vous avez vu un peu un résumé. Et puis ici, vous avez un peu le résumé des principales pistes qui ont été envisagées dans les 12 bilans qu'on a fait cet hiver avec les producteurs. Des pistes qui ressemblent aussi quand même à tous les autres bilans qu'on a fait en production ovine. Donc tout ce qui est en lien avec la gestion des animaux, la prolificité, la gestion des pâturages, la génétique, travailler sur tout ce qui est les gains de poids des animaux, les performances en général, tout ce qui est en lien avec l'alimentation, la composition, la qualité, la gestion des fumiers, la régie des cultures et finalement la gestion de l'énergie. Donc ici c'est juste un petit résumé. Euh, Et puis je voulais faire donc une petite parenthèse, comme annoncé plus tôt, sur l'aspect séquestration de carbone, donc qui peut être le pendant qui pourrait être avantageux pour les entreprises. Donc là, sur les 12 fermes, on en a 6 qui avaient des données de matière organique de leur sol dans les champs qu'ils cultivent depuis à peu près une vingtaine d'années, avec plusieurs analyses de matière organique dans le temps, avec un nombre suffisamment de données pour qu'on puisse faire une estimation de la dynamique. Sur les 6 fermes, il y en a 3 chez qui, quand on regarde l'évolution de la matière organique champ par champ, on constate qu'on a quand même une forte diminution de la matière organique. Donc les taux de matière organique baissent année après année. On a 2 entreprises dans lesquelles on a plutôt l'impression que c'est assez stable, ça varie peu dans le temps. Puis on a une entreprise dans lesquelles on constate un très léger gain. Ces constats-là sont très semblables aux constats qu'on fait plus largement en production laitière, en production bovine et même en production de grandes cultures. C'est-à-dire que au Québec, ce qui a été documenté à la fois dans tous les bilans, tous les diagnostics qu'on a fait avec Agriclima, mais aussi plus largement par d'autres équipes de chercheurs, c'est qu'on a une tendance à perdre de la matière organique du fait qu'on cultive des sols qui sont encore relativement jeunes, des sols qui il n'y a pas si longtemps que ça étaient des sols forestiers, euh, au sens géologique du terme, et puis qu'en fait la matière organique c'est quelque chose qui évolue très lentement, donc c'est normal qu'on ait à la fois encore des taux de matière organique très élevés quand on se compare avec ailleurs dans le monde où on cultive depuis beaucoup plus longtemps. Au Québec, on a encore des taux de matière organique qui sont très élevés, mais c'est aussi normal que même en ayant des excellentes pratiques culturelles, on a de la difficulté à maintenir des taux de matière organique aussi élevés que ceux qu'on a. Donc ça fait en sorte quand même que la plupart du temps, quand on fait le bilan carbone d'une ferme ovine, il faut s'attendre à ce que le sol ne soit pas un allié, dans le sens que le sol ne vienne pas compenser une partie des émissions. Par contre, on a aussi dans plusieurs fermes des arbres qui ont été plantés dans des haies ou dans des bandes riveraines. Donc on a 4 entreprises sur les 12 qui ont fait des projets dans le passé. Et donc dans ces cas-là, on est capable d'avoir une compensation d'une partie des émissions de la ferme qu'on peut calculer parce que les arbres qu'on plante séquestrent du carbone. Et on a plus de la moitié des fermes qui, dans leur plan d'action, donc plus que 6 sur les 12, souhaitent planter des arbres à l'avenir. Pas nécessairement d'ailleurs uniquement pour les gaz à effet de serre, mais aussi parfois aussi en stratégie d'adaptation au changement climatique. Donc ça, là, on peut avoir une compensation. Par contre, il faut être réaliste. Si on voulait compenser totalement les émissions d'une entreprise ovine, il faudrait planter énormément d'arbres. Probablement plus que ce qu'on pourrait faire réalistement sur le territoire de l'entreprise. Donc, ça fait le tour un peu des constats qu'on a pu dresser avec les 12 entreprises et les 12 bilans qu'on a fait cet hiver. Pour finir la présentation, je passerai la parole à ma collègue Elisabeth, qui va vous partager finalement dans le contexte du projet bovin pour le climat, ce sur quoi on va travailler avec les producteurs. Donc Elisabeth, la parole est à toi. Oui, merci.
Mais en fait, c'était vraiment comme pour vous donner une idée là, de façon tu sais, pratique, comment on implante nos activités, puis qu'est-ce qu'on fait réellement là, sur les fermes en lien là, dans le projet. Puis ça va être pour l'année 2025, 2026 et 2027 euh, qu'on va implanter ces stratégies-là sur les fermes, qu'on va récolter de la donnée, mais on va y aller aussi en mode évolutif d'année en année, là. Selon les résultats qu'on a dans la première année, on va s'adapter, puis on va adapter l'activité d'année en année chez les producteurs selon le besoin. Donc, notre premier thème, là, c'est la gestion des pâturages. On a seulement un là, dans la production ovine qui s'inscrit. On a plusieurs, on a d'autres aussi dans la production bovine, par contre, mais l'objectif de ce thème-là, c'était vraiment d'amener les producteurs qui avaient une gestion, qui étaient sous une gestion plus extensive, de leur faire une transition vers une gestion intensive. La gestion intensive des pâturages là, va vraiment augmenter le potentiel là, de séquestration du carbone, va augmenter la micro, la quantité de micro-organismes qu'on va avoir. Au niveau de la santé des sols, on a vraiment des avantages. Donc, on veut essayer d'intensifier, là, puis d'évaluer aussi vraiment concrètement si on passe d'une gestion extensive à une intensive. On veut évaluer c'est quoi les impacts de cette intensification-là. On veut aussi aller voir, essayer d'estimer là, les consommations volontaires de matière sèche par jour puis par saison. Là, je vous dirais que c'est peut-être un petit peu plus simple par saison, mais on veut vraiment essayer de pousser ces données-là. Puis on veut voir aussi est-ce qu'on a un gain attribuable à cette intensification-là versus les coûts que ça engendre. Puis finalement, l'adoptabilité, parce que c'est souvent un frein à l'adoption, c'est la main-d'œuvre et le temps que ça peut prendre. Donc là, si on demande ou on encourage à changer les animaux vraiment plus fréquemment, est-ce que au niveau de la faisabilité puis de la tâche, est-ce que c'est adoptable sur les fermes? On va l'évaluer également. Donc pour le thème 2. On a aussi un thème, tu sais, Sylvestre a vraiment parlé au niveau de la fermentation entérique, si on est capable d'aller améliorer la qualité de nos plantes fourragères par une meilleure digestibilité, une meilleure quantité de protéines. Donc, on pourrait réduire peut-être les quantités ingérées par les animaux pour avoir une même productivité. Donc, le thème 2 veut vraiment apporter des pistes pour augmenter la qualité des plantes fourragères. Donc, on peut peut-être avancer. Ouais. Comment qu'on va faire ça? En fait, c'est ce qu'on propose aux producteurs participants, c'est soit de réaliser des sursemis. On veut augmenter la quantité. Souvent, on veut augmenter, surtout en production ovine, on remarque beaucoup que c'est prédominance de graminées là, dans leurs prairies. Donc, essayer d'implanter de la légumineuse par sursemis, donc avec des travaux minimums, là. On a aussi des essais avec M. Pierre-Luc Lisotte là, pour la fertilisation optimale. Donc, on veut essayer d'apporter les producteurs à faire on commence par des micro-parcelles sur les fermes. On fait des essais de différentes doses d'engrais, soit avant la première coupe ou avant la deuxième coupe. Euh, donc, déjà, là, on a déjà 10 producteurs là, qui participent à ces activités-là. La régie de coupe améliorée là, est pas sortie encore très populaire là, pour le moment. Donc, on a vraiment beaucoup d'engouement là, pour le sursemis puis la fertilisation. Le thème 3, en fait, c'est la gestion des fumiers. Ce qu'on voulait faire, c'était surtout d'abord dans la première année, avoir une idée de la quantité des pertes d'éléments nutritifs qu'on peut avoir dans nos périodes d'accumulation, soit en bâtiment, mais aussi durant l'entreposage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est caractériser les fumiers. Euh, puis, on va comptabiliser ces données-là, puis on va envoyer des questionnaires aussi aux producteurs pour vraiment savoir quelle est votre méthode d'entreposage et quelles sont les durées d'entreposage. Euh, Puis là, ben, l'objectif par la suite va être vraiment de réduire ces pertes-là d'éléments nutritifs, puis réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre durant l'entreposage. Comment on va faire ça? Ben, on va proposer des stratégies comme réduire les durées d'entreposage, peut-être modifier les chantiers d'épandage. On pourrait aussi
proposer de couvrir des amas pour les producteurs ça serait possible. Puis avec aussi la caractérisation, on va vraiment être en mesure de comparer aussi d'une litière à l'autre ou de quantité de litière à l'autre, qu'est-ce que ça donne comme différence. Puis est-ce qu'on peut essayer d'adopter une gestion de la litière qui serait différente. Donc, après la première année, ce qu'on va avoir déjà, ça va être des meilleures connaissances sur l'évolution de la composition du fumier, de l'humidité puis de la température du fumier lors de l'entreposage. Donc, on va être vraiment en récolte de données, puis on va avoir vraiment un bon regard sur la situation actuelle pour à l'automne, on regroupe tout ça, on se regroupe avec les chercheurs, les conseillers, puis on propose des stratégies pour essayer de réduire ces pertes d'éléments nutritifs-là. Pour qu'à la fois, ben, en fait, il y en ait moins dans les émissions dans l'environnement, mais tous les éléments nutritifs que les producteurs vont pouvoir garder sur leur ferme, ben, ça va être également rentable pour eux autres. Le quatrième thème, en fait, qui touche la production ovine, ben, on en a fait un thème spécifique, c'est efficacité du troupeau ovin. Donc, vous avez compris, là, selon les unités qu'on utilise dans le bilan carbone, c'est vraiment des kilos de CO2 produits par kilo de poids vif. Donc, plus on a une grande productivité sur la ferme, plus on réduit ce ratio-là. Donc, puis en même temps, automatiquement, on s'entend, la ferme qui est plus productive il va avoir une plus grande profitabilité aussi là, économique. Donc, comment on fait ça? Ben, on va vraiment y aller plus cas par cas sur les fermes selon justement les pistes on aura pu relever là, à l'aide du bilan carbone. Donc, pour certains, on va essayer d'augmenter la prolificité, d'autres avoir une meilleure croissance puis augmenter les soins aux agneaux. Puis pour d'autres, ben, l'objectif va être de diminuer la mortalité des agneaux à la naissance puis dans les premières semaines de vie. On a déjà des producteurs qui sont très ambassadeurs là, dans ça, là, puis ils font déjà des essais avec des vétérinaires. Donc, ils vont pouvoir participer puis partager ces essais-là, puis à même le groupe là, de producteurs ovins. Puis, on a aussi des conseillers qui vont nous supporter là-dedans pour amener vraiment des stratégies là, pour essayer d'augmenter la productivité de nos fermes participantes. Puis, on a 9 fermes qui se sont inscrites dans ce thème-là. Merci Elisabeth. Donc ça fait le tour des 4 grands thèmes qui vont être travaillés à partir de cette année avec donc les 15 producteurs ovins du projet. Ouais. Ben, pour conclure, merci pour votre attention. Je voulais juste revenir sur le fait que ce qu'on a aussi constaté, c'est que c'est vraiment à chaque bilan son plan d'action. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas une piste qui se retrouve dans 100% des fermes. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a pour chaque ferme, on a vraiment un plan d'action différent en fonction de l'état de la situation, en fonction des priorités des producteurs, en fonction de ce qu'ils souhaitent améliorer. Bon, vous avez aussi certainement pu constater qu'on a quand même déjà pas mal de connaissances sur comment est-ce qu'on peut réduire les gaz à effet de serre, mais on a aussi encore beaucoup à apprendre, puis ce projet-là est un excellent exemple où on va, dans les 3 prochaines années, cheminer avec les producteurs, les conseillers et les chercheurs et acquérir de nouvelles connaissances. On a parlé aussi uniquement là de gaz à effet de serre, mais c'est sûr que la lutte contre les changements climatiques, c'est aussi s'adapter à l'évolution du climat. Et donc ben, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va prendre en compte à travers toutes les actions et tous les essais qu'on va faire, s'assurer que quand on travaille à réduire les gaz à effet de serre, on fait aussi des décisions qui sont cohérentes avec l'adaptation au changement climatique. Puis bah, pour finir, c'est plus un message, je vous invite à rester à l'affût des communications qu'on va faire au cours des prochaines années, puis parce qu'on va essayer autant que possible de partager nos résultats avec toute la communauté pour que ça puisse bénéficier à tous. Donc ben, je vous inviterai à consulter donc, à la fois le site de Bovins pour le climat et aussi les différents médias habituels